Nous allons commencer. Merci d'être venus. Alors, c'est la première communauté, réunion de la communauté mixte que l'on fait entre la communauté Data IA et la communauté M-Tourisme. Même si ça fait un certain temps qu'on parle de Data au tourisme, c'est-à-dire c'est l'objet aujourd'hui, Data au tourisme, et c'est l'occasion justement, au niveau de Télécom Vallée, de faire de plus en plus de réunions communes des communautés, et c'en est une. Alors aujourd'hui, l'agenda prévisionnel. Je vais vous faire d'abord un petit rappel de tout ce qu'on a fait au niveau de la communauté M-Tourisme et d'Open Data. C'est un petit bout de temps qu'on fait les choses à ce niveau-là. Ensuite, nous avons en ligne, pour tout à l'heure, Jean-Marie, je ne sais pas s'il m'entend, Jean-Marie. Voilà. Oui, je vous entends très bien. Très bien. Tu vas bien? Très bien, merci beaucoup. Parce qu'on se connaît par ailleurs. Voilà. Ben oui, très bien. Moi, si tu es à distance, j'en ai ça. Qui nous parlera donc de sa vision sur les standards du tourisme, avec son franc-parler, et tant mieux, ça nous permettra d'avoir une vision des uns et des autres. Ensuite, Data Tourisme au niveau national, donc Data dans le tourisme, c'est Data Tourisme. Et donc, dans ce groupe-là, nous avons Pascal Vino, qui n'a pas pu venir, mais qui a fait une vidéo. Donc, à ce moment-là, je vais le taire complètement, parce que le son n'est pas terrible, je peux bien entendre. Ensuite, un retour d'expérience sur Rapidae, la manière dont Rapidae a été utilisée entre l'Office du tourisme de l'UW et deux applications, MyVisito ou SoDesign, la manière dont c'est fait, un retour d'expérience. Et puis après, bien, on aura nos petits sacs pour manger. On aura fait les partager. Voilà, chacun aura le sien. Donc, petit rappel pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, ça c'est nous. Donc, on met ça à chaque présentation pour rappeler un peu ce qu'est Télécom Vallée. L'animation de l'écosystème du numérique, ce sera disponible, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. C'est plutôt sur le suivant. Cette animation du numérique, elle se fait à travers deux différentes communautés, justement. Vous voyez, Data IA qui est là et M-Tourism qui est ici. Et donc, sur lequel nous faisons des réunions régulières, comme ici, tous les 1 mois ou tous les 2 mois, c'est dans le cas. Et des éléments particuliers, qui sont les éléments phares de ces communautés. Magali, si tu veux parler de celui-là. Juste, Data IA, c'est une communauté qui est la plus récente de Télécom Vallée, je crois, puisqu'elle a été créée en mars 2019. Et je voudrais annoncer simplement la prochaine actualité de cette communauté qui va être d'ouvrir la semaine de l'IA, qui se déroule du 16 au 21 novembre. Enfin, le 17, on fera des workshops spécifiques sur l'IA dans le cadre de cette semaine-là. Je vais le rappeler. Et si vous êtes intéressé, d'aller sur le site de Télécom Vallée et de pouvoir vous inscrire. C'est en lien avec Sophia, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est tout à lien avec. Dès le départ, on a collaboré au niveau de ces journées-là. Et d'ailleurs, il y a Grégory qui a rejoint l'équipe de cette communauté. Au départ, Michel Pelfilani de Thales, Florence Rissol, IBM et moi-même, qui était au département qui maintenant retrouve. Je suis le service public de cette communauté. Et Grégory vient de rencontrer Michel Pelfilani, donc voilà, il a fait l'honneur de nous rejoindre. Et on va l'aider. Voilà. Donc, ensuite, pour vous faire remarquer la nouvelle charte graphique de Télécom Vallée, pour ceux qui ne connaisseraient pas, nouvelle charte graphique. Il y a un silo qui est offert aussi là, avec le nouveau logo, l'importance de ce renouvellement. On est toujours animateur à durée numérique, mais on a changé de charte graphique. Merci beaucoup. Amadou nous a beaucoup aidé sur le sujet. Et donc, voilà un petit peu cette nouvelle charte. Alors, au niveau de la communauté M-Tourisme, tous les ans, on fait une journée du tourisme. On est venu décaler c'était en avril. Donc, elle devrait avoir lieu le 22 octobre. Suivant des dispositifs à voir en fonction des lieux que nous avons. Donc, cette année, Covid qui est là. Donc, on verra de quelle manière. Pour l'instant, c'est donc prévu le 22 octobre. On verra de quelle manière on pourra s'organiser pour faire cette journée annuelle du tourisme. Pardon? 10 ans. Ce sera la 10e journée du tourisme et les 20 ans de logo tourisme. Donc ce sera sur la thématique de 10 ans. On reprendra un peu si c'est plus lors des précédentes
comme ça, pour répondre. Il n'y a pas une thématique technique particulière. Donc, un peu d'histoire sur le M-Storing et le Open Data. La toute première chose qu'on a faite en 2012, c'est ce fameux livre blanc. Il a été connu, échangé, repris par le réseau national du tourisme RN2D, qui a évolué, qui est devenu maintenant ADN Tourisme, en fusionnant avec la Fédération nationale de tourisme. Et c'est à partir de ce livre blanc, entre autres, que David Pascal Guinaud, qu'on écoutera tout à l'heure, a promu dans les offices du tourisme, entre autres, hein, l'open data. Très fortement inspiré de notre école. Donc, c'était le premier élément. C'était celui-là, en 2012. Chaud, hein. Ensuite, la région, Pascal nous a demandé, eux-mêmes pousser l'open data depuis un certain temps. Donc, en 2013, on a fait le premier hackathon sur utilisant les données ouvertes, le tout premier, avec le tourisme qui était important. Ensuite, avec la métropole du des Yeux, on a fait un autre hackathon, là encore sur l'open data, sur différentes thématiques, tourisme, transport, énergie, développement, etc. On en a fait deux de hackathon, c'est celui-là. L'une des lauréates, ici, parce que tout à l'heure, quand vous aurez Maël Visito, qui parlera avec le pays du tourisme, Maël Visito est issu de ce hackathon. Donc, je suis content de voir que ça a servi aussi à créer derrière un certain nombre de sociétés. Juste pour parler de l'open data, aussi pour promouvoir le développement économique du territoire. Et ensuite, on a été consulté par la Chambre de commerce et d'industrie pour faire un hackathon européen sur les données ouvertes, entre autres. Donc le HOT, Hackathon for Tourism. Vous avez, là, d'ailleurs, vous avez un certain nombre d'exemples de documents sur ces sujets-là. On a été, par ailleurs, plusieurs fois jury d'un grand nombre de concours nationaux ou locaux sur l'open data dans le tourisme. Et depuis 2018, nous faisons officiellement Télécom Vallée. Nous sommes membres du comité de pilotage Apidae Tourisme. Apidae, qui est, comme la majorité d'entre vous le savent, la valorisation des données touristiques. Certains diront open, d'autres pas. Après, il y a des débats qui commencent à venir sur le sujet. Mais bon, qui ont permis déjà de mettre en œuvre, on en parlera tout à l'heure, la donnée touristique, l'échange de données touristiques et l'utilisation. Et donc, nous sommes membres du comité de pilotage depuis 2 ans. Voilà, c'était juste un rappel sur ce sujet-là. Je ne veux pas être beaucoup plus long. Donc là, nous allons passer. Hop là, à Jean-Marie qui nous attend. Donc, là, on doit bien entendre. Oui, très bien. Moi, je vous entends très bien. J'espère que c'est pareil pour vous. Marie, tu entends bien? Oui. Okay, Moi, je vous entends très bien. C'est bon, tu peux y aller. Ouais, très bon. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup à tous et content d'être parmi vous aujourd'hui. Je connais bien Télécom Vallée pour avoir travaillé pas mal d'années sur le site de Sofia et avoir contribué aux travaux de Télécom Vallée dans une autre époque. Et là, je suis basé à Paris. Aujourd'hui, j'ai la chance de ne pas avoir de masque. Bon, j'aurais préféré être avec vous. Alors, je vais vous parler un petit peu de comment nous, Open Data France, on voit la question de la donnée de tourisme. Alors, je rappelle qu'Open Data France est une structure associative qui réunit des collectivités locales autour des enjeux de l'Open Data. On existe depuis 6 ans. On accompagne les mairies, les agglomérations, les départements, les régions dans leurs projets Open Data. On représente les collectivités vis-à-vis de l'État et on travaille avec beaucoup d'acteurs publics et privés autour de ces sujets et des enjeux de la data. Aujourd'hui, on reste focalisé sur les enjeux de l'open data, donc des données ouvertes et gratuites, mais on voit bien que dans les collectivités, aujourd'hui, la priorité est moins à l'open data stricto sensus, mais à la gestion de la donnée comme un patrimoine informationnel important qui peut alimenter des processus de décision administratifs, techniques, hein, donc tout ce qui est attaché à la Smart City, la gestion des équipements,
Et on est moins dans un projet d'open data strict, mais plutôt de smart data ou de data partagée, en considérant que les données n'ont pas forcément vocation à toucher le grand public dans un mode de gratuité, mais des acteurs, autres collectivités, autres administrations ou acteurs privés dans un club d'acteurs. Donc là, on est dans des problèmes de gouvernance. Et donc, juste pour terminer cette introduction-là, on constate que les problématiques sont exactement les mêmes, qu'on soit dans la smart data ou dans l'open data, puisque dans tous les cas, il faut travailler la qualité des données, leur documentation, leur exposition, les outillages, les API, etc., qui vont avec. Et donc, on aide aussi les collectivités à traiter ce sujet de la smart data, même si ces données ne finissent pas systématiquement sur un portail en open data, donc un accès libre et gratuit. Alors, la question elle m'a été posée de comment Open Data France voyait la question des données de tourisme. Bon, alors que nous, on étend un petit peu aux données d'agenda événementiel et culturel, parce que ça va plus loin que juste le tourisme. En commençant par dire qu'il y a il y a deux grands domaines dans ces données-là. Il y a d'une part tout ce qui est les points d'intérêt, les POI, les opérateurs de lieux en particulier, ça c'est une chose. Et puis par ailleurs, il y a tout ce qui est l'agenda, qui sont des événements plus de programmation, hein, donc un spectacle, une foire, un film. Et donc il y a des liens bien sûr entre les événements et les lieux. Mais on voit bien que ce sont deux domaines assez distincts et que parfois, quand moi j'aborderai la partie d'agenda culturel, j'aborde purement l'aspect plutôt de l'événementiel, moins l'aspect des lieux, même si bien sûr un événement est lié à un lieu. Et par contre, dans la partie agenda culturel, on n'aborde pas du tout les aspects touristiques dans le sens restaurant, hôtel, camping, gîte et tout ce qui est donc lieu d'accueil du public pour le loisir strictement. Donc voilà, c'est un peu la différence qu'il y a entre notre travail sur les agendas culturels et le tourisme en général, voilà, même s'il y a des recouvrements importants. Alors, le premier constat qu'on a fait, c'est qu'il existe des bases de référence au niveau des POI et au niveau des agendas culturels assez nombreux et qu'il est très difficile de les fédérer. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à trouver un modèle de données unique, une base de données de référence. Alors, on verra bien que Data Tourisme est une initiative qui permet, portée par l'État, d'arriver à établir ce référentiel national. Alors, il existe, il est structuré, il est de très grande qualité pour le Data Tourisme, mais il peine encore aujourd'hui un peu à être connu par tous les acteurs. Et donc, on en parlerait mieux que moi, mais donc, en tout cas, la messe n'est pas faite. Et cette difficulté-là, on ne l'a pas rencontrée que sur le sujet de la culture et du tourisme. On l'a rencontrée sur tous les sujets thématiques, le transport, l'énergie, la santé, etc. Donc, dans le cas du Covid, on a couru après les indicateurs et les bases de référence. Dans le cas du transport, là, il y a quand même une initiative nationale qui est connue, qui s'appelle transport.data.gouv, qui a été portée par l'État, par Etalab au sein de Data.gouv, avec une start-up d'État cofinancée par le ministère des Transports. On voit que c'est une initiative nationale qui est pas récente, elle date il y a déjà 2 ans, mais qui a été complétée par une obligation réglementaire européenne. En fait, l'Europe a dit c'est vraiment un gros problème de ne pas avoir des points d'accès nationaux uniques, normalisés, structurants. Il faut donc un fédérateur connu et unique dans le transport, et c'est une obligation pour tous les États membres. Alors, on n'a pas encore une obligation pour le tourisme, il me semble, en France, au niveau réglementaire européen, mais en tout cas, Data Tourisme a cette vocation-là de compléter ce manque qu'il y a d'un opérateur de référence au niveau national. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de référence engendre un gros problème, c'est qu'il n'y a pas de format. Jean-Marie, je t'attends 2 secondes. On va faire une tentative. Bouge pas. Agrandir. Je ne peux pas l'agrandir là, non. Plus vite là. Vas-y, c'est bon. Alors, le problème du fait qu'il n'y ait pas de structure nationale de référence, ou qu'il n'y en ait pas jusqu'à un peu, a engendré des problématiques de normalisation. Aujourd'hui,
toutes les collectivités, je parle en particulier des collectivités, mais c'est vrai sur les opérateurs privés, publient des éléments d'agenda non normalisés. Donc on retrouve ça dans des documents Word, dans des documents PDF, on y trouve le titre en haut, on y trouve parfois l'horaire en haut, on y trouve parfois un logo, et puis l'adresse, elle est écrite en quasiment place du marché, mais on ne connaît pas l'adresse exacte qui correspond à une géolocalisation précise. Et donc, on a une très, très grande hétérogénéité dans les formats, ce qui pose deux problèmes. C'est que du coup, la réutilisation de ces données-là est très problématique quand on veut avoir des applications, quand on veut avoir des API, quand on veut avoir des algorithmes un peu intelligents de collecte de données. Et le second problème, c'est que du coup, on n'arrive pas à alimenter des référentiels nationaux ou régionaux ou départementaux ou locaux s'ils existaient. Donc, le manque de format, en plus, pénalise l'existence de référentiels. Et puis, alors, le dernier problème que l'on a dans ce sujet-là, c'est qu'en fait, il y a énormément d'acteurs, ce qui est plutôt une bonne chose au fond, mais qui sont des acteurs qui ne sont pas très bien organisés. Il y a d'une part beaucoup d'acteurs publics, l'office de tourisme, l'office départemental, le centre régional de tourisme, la mairie, le centre culturel, donc ce sont des acteurs publics qui échangent peu, qui en général ressaisissent très souvent les mêmes données dans des sites, dans des pages web de façon non normalisée. Donc ça pose quand même une difficulté de coordination entre ces acteurs publics. Ensuite, les acteurs privés, il y a des brokers, des intermédiaires, des gens qui offrent des services. Alors eux ne partagent pas complètement les données d'open data parce que leur modèle économique, c'est de les vendre. Donc ils récupèrent des données plus ou moins difficilement de certains acteurs. Mais après, la publication, il faut tomber dans un modèle économique qui existe, ce qui ne choque pas sur le fond, mais qui ne favorise pas l'open data strict. Et puis après, on a tous les gens qui produisent des événements culturels, des organisateurs d'événements, qui eux disent à qui je file l'information, est-ce que je le donne à la mairie, au tourisme, à l'association bidule, à l'entreprise machin, au journal Midi Libre, etc. Et donc, du coup, et puis à quel format? Et donc, comme il n'y a pas de règles précises, eh bien, ils ne produisent pas leurs données, ils les laissent sur le site particulier de celui qui organise un concert, et il a beaucoup de mal à les récupérer. Donc vous voyez, cette problématique-là, vous l'avez compris, elle est assez classique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve pour essayer de répondre à ces enjeux-là? Alors, je pense que la plateforme aujourd'hui la plus forte, la plus structurante au niveau national, c'est Datatourisme. Vous allez en parler, donc je ne vais pas dévoiler tout ce qui va être dit. C'est une plateforme qui est puissante, qui est très riche, qui est très complexe, que je trouve même un peu complexe. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas super fort dans ce sujet-là, il est un peu dérouté par la complexité de l'ontologie. Donc, ça s'adresse vraiment à des professionnels, à des entreprises. Vous en êtes. Donc, ça, je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés. Je ne sais pas si un producteur de données aura la facilité assez rapidement de trouver sur Datatourisme comment publier une donnée. Mais bon, en tout cas, d'un point de vue technique, c'est complètement au niveau de l'art. La difficulté que je pense rencontrera Datatourisme, il le dira sans doute, c'est d'arriver à fédérer tous les partenaires. Certains sont partageurs, mais pas forcément au courant des bonnes pratiques de la donnée, du partage, de l'ouverture. Donc là, il y a un travail d'accompagnement, changement en fait, méthodologique. Parfois, les partenaires ne sont pas du tout partageurs parce qu'ils n'ont pas du tout envie de donner leur information, leurs données. C'est leur modèle économique direct ou indirect. Et donc là, il y a aussi des difficultés d'arriver à convaincre que, au fond, c'est l'intérêt de tout le monde à ce que les données circulent pour qu'il y ait plus de monde encore dans ces équipements, dans ces événements culturels. Donc là, on voit qu'on a des standards qui sont structurés, complexes, mais ils existent. Une plateforme qui est en train de s'ouvrir. Je crois qu'elle est plus ouverte sur la partie des POI que des événements, mais ça, vous allez mieux y répondre. Et j'ai quand même compris que c'était malgré tout une structure qui était encore un peu difficile à placer au niveau national. Il y a très peu d'argent au niveau national. Je donnais l'exemple de transport.data.gouv pour tout ce qui est le point d'accès national de transport. C'est une structure qui a beaucoup de mal à trouver un financement. Aujourd'hui, il y a quasiment l'équivalent d'un ETP sur ce sujet-là. Donc, on voit qu'on ne va pas très loin avec un ETP, alors que le ministère des Transports, c'est, je sais pas quoi, 4 ou 8 000 agents. On n'a trouvé qu'un pour travailler là-dessus. Et dans le monde du tourisme, à Paris, s'il n'y a pas un budget sérieux,
la plateforme aura du mal à pouvoir se développer pleinement. Alors, il y a une troisième solution, et je voudrais terminer par cette partie-là, c'est qu'il existe aujourd'hui un éditeur qui s'appelle Open Agenda, qui est basé à Paris, qui a une plateforme en pure open data, c'est-à-dire que toutes les données que l'on publie, on peut les réutiliser gratuitement à travers les API d'Open Agenda. Beaucoup de collectivités aujourd'hui utilisent Open Agenda, qui est très simple dans sa mise en œuvre, et qui existait avant que Data Tourism existe. Il est très orienté, vous l'avez compris, agenda, donc événementiel, et un peu moins abouti sur la partie POI, donc lieu d'événements et d'offres de services culturels. Il est très ouvert, il a un modèle de données qui est relativement simple, suffisamment strict pour pouvoir couvrir tous les cas d'école, mais extrêmement épuré dans sa présentation, donc tout le monde peut le comprendre assez vite. Et grâce à ça, au fond, beaucoup de collectivités aujourd'hui utilisent Open Agenda comme leur outil de saisie, leur outil de partage des événements culturels. Alors c'est un sujet très intéressant pour eux parce que d'abord, ça permet de fédérer plusieurs services qui sont producteurs d'éléments événementiels. Dans une mairie voilà, de 10 000 habitants, il y a un service culture, il y a un service tourisme enfin, qui s'occupe de l'animation du centre-ville, il y a un service sport, il y a un service politique attaché à la direction de la communication, et tous les quatre publient des événements culturels, et ils avaient du mal à trouver un format unique et à partager un peu cet événement entre eux, donc ces événements entre eux, donc ils le font à travers cet outil. Et puis comme cette mairie appartient à une EPCI, à un interco, du coup l'interco a utilisé le même outil, donc du coup on retrouve tous les événements culturels qu'il y a au niveau de l'interco. Ce qui est très pratique, parce que quand on voit l'offre culturelle, par exemple, dans les régions, on dit oui, il faut aller à Nice pour aller voir des spectacles, et au fond, tout le monde va habiter à Nice ou autour de Nice pour pouvoir avoir droit à une offre culturelle, et on constate qu'à travers une offre comme Open Agenda, quand on habite au nord du 06, bien en fait, dans un rayon de 30 km, d'une demi-heure de route, on peut trouver énormément d'événements culturels, même si ce n'est pas la mairie à laquelle j'appartiens. Et donc, Open Agenda permet de dépasser la frontière administrative des collectivités. Et donc, on le voit au niveau de l'agglomération, mais on le voit au niveau même de la région PACA. La région PACA, elle, aujourd'hui, agrège beaucoup de données qu'elle trouve sur Open Agenda pour le republier sur le portail Open Data. Alors, on avait la question, bien sûr, puisque Apidae est présent, qui est là. Apidae est une plateforme technique assez riche, assez bien fichue, en fait, très bien documentée, mais qui, pendant longtemps, les acteurs de l'open data pensaient que c'était une plateforme strictement open data, ce qui n'est pas tout à fait le cas, c'est plutôt un broker, un médiateur, hein, un intermédiaire de données. Et donc, Apidae permet de collecter et de fournir des données avec beaucoup d'outils auprès des collectivités, et c'est les collectivités qui décident ensuite si ces données-là, elles les mettent en open data ou pas. Hein. Donc, ce n'est pas une plateforme open data stricte, c'est un intermédiaire, un médiateur qui interviendra après moi, donc je lui laisserai expliquer. Alors, la région Open PACA avait beaucoup utilisé Apidae à un moment donné et a republié des données qu'elle avait dans Apidae sur le portail Open Data de la région PACA. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que à partir d'Open Agenda, pour revenir à ça, comme le format est connu et qu'il est connu au niveau national, beaucoup de gens publient leurs données sur cette plateforme Open Agenda, qui est l'équivalent d'OpenStreetMap pour la cartographie ou de Wikipédia pour l'encyclopédie. C'est quelque chose d'assez ouvert. Même les ministres publient leur agenda de ministres sur Open Agenda. Donc, c'est une plateforme, en tout cas, qui a beaucoup d'atouts, qui est gratuite et qui est très facile à utiliser. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire. Donc, je pense que ce qui est très important, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait des standards pour favoriser la fédération. Et de ce point de vue-là, Open Data France, qui a élaboré une vingtaine de standards pour aider les collectivités à publier leurs données d'Open Data, on a longuement eu envie de publier des données d'agenda sous un format reconnu et porté par Open Data France. On a abandonné complètement cette volonté pour plutôt utiliser des standards qui existent. Le standard d'Open Agenda pour l'instant, pourquoi pas le standard de Data Tourism demain s'il n'est pas trop complexe à mettre en œuvre. On a abandonné l'idée d'avoir aussi un standard tabulaire, parce qu'en fait on voit qu'un agenda est quelque chose d'assez incrémental, donc qui est plutôt favorable à un format XML un peu plus compliqué, mais
pour un événement, il peut y avoir plusieurs occurrences, parce qu'il y a plusieurs heures, par exemple, de présentation de cet événement. Donc, nous, on a abandonné un standard propre Open Data France et tabulaire. On s'appuie pour l'instant sur le format plutôt Open Agenda. Et si demain, on peut utiliser un standard Data Tourisme simplifié, si ça a du sens, on le fera très volontiers. Voilà. Je termine en disant que sur le site Open Data France, on a une page qui est réservée à la réutilisation des données ouvertes en Open Data. Et il y a un dossier entier qui traite des données de tourisme. Donc vous verrez plein d'exemples dessus. Donc on verra qu'il y a beaucoup de données de tourisme qui sont en Open Data strict. On parle de brokers, d'intermédiaires comme API. Et vous trouverez des exemples assez intéressants sur ces sujets. Voilà, je suis prêt à répondre à toutes vos questions si vous le souhaitez. Auriez-vous des questions? Si vous avez des questions, il faut être bien fort pour qu'ils puissent entendre. Moi, je suis à côté, donc ce n'est pas compliqué, tu m'entends. Vous avez parlé de data. Qu'en est-il des API ou des services qu'on peut trouver sur Data Tourisme? Oui, alors aujourd'hui, de plus en plus d'initiatives liées à l'open data se traduisent par la fourniture de ressources sous forme de fichiers ou de fichiers tabulaires ou XML. Et dorénavant, on a systématiquement des API qui permettent de nourrir ces données. La communauté Open Data, en tout cas chez les collectivités, était assez réticente à l'approche API, parce que beaucoup de données ne justifiaient pas d'API. Et qu'au fond, l'API, c'était une façon de garder un contrôle, parce qu'un genre de gatekeeper, on pouvait toujours mettre un compteur, regarder qui, il fallait, quand on avait une API, avoir un login, enfin un identifiant, et donc ce n'était pas un accès ouvert. Et la loi publique numérique, quand elle dit la donnée ouverte par défaut sans contrôle, ce n'est pas une idée d'API. Mais effectivement, dès qu'on a des données qui soit sont très volumineuses, soit ont des changements d'état réguliers, c'est-à-dire plus importants que l'hebdomadaire, par exemple, là, l'API se justifie parce que sinon, on est obligé de télécharger systématiquement le fichier pour avoir les modifications. Donc, comme dans le champ de la culture de tourisme, la partie événementielle, elle, est très variable, change beaucoup. Donc, l'API est très utile pour la partie événementielle. Elle est un peu moins utile pour la partie POI parce qu'au fond, un camping ne change pas souvent de place, il reste 40 ans au même endroit, mais il peut y avoir des changements de nom, etc. Alors, j'ai vu que, notamment dans les formats des standards de tourisme, il y avait eu, et c'est normal, hein, des évolutions. Ce format n'est pas écrit sur le marbre, il évolue, et notamment, il y a eu des évolutions récemment attachées au Covid, où il y a plusieurs champs qui ont été rajoutés. Est-ce que le masque est obligatoire, oui ou non? Et est-ce que l'événement est confirmé malgré la période de Covid? Bon, on voit bien que c'est quasiment le préfet qui va décider si demain, l'événement sera maintenu ou pas. Donc, on voit que l'API est encore plus important dans des périodes de troubles comme on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quasiment toutes les bases de données outillent leurs données avec l'interface API qui permet à des applications, à des développeurs de facilement manipuler ces données-là. Et concernant le transport, parce qu'en fait, quand on gère des applications touristiques, c'est bien de dire aux gens ce qu'il y a à faire, hein. C'est bien aussi de pouvoir les aider pour se déplacer. Donc là, c'est bien d'avoir des API avec des services qui peuvent renseigner, parce qu'on n'est pas forcément spécialisé. Oui. Alors, c'est un point qui est intéressant que vous citez. D'abord, c'est que là, on voit qu'on a deux filières qui sont aujourd'hui séparées, qui sont le transport d'un côté et le tourisme de l'autre. Et on voit bien que forcément, il y a des liens entre les deux. Mais on pourra dire qu'il y a des liens entre la filière santé et la filière tourisme. Et on pourra voir qu'il y a des liens entre les filières énergie et la filière transport, par exemple. Alors, il existe donc, je vous le disais tout à l'heure, un point d'accès national transport qui s'appelle transport.data.gouv, avec des formats établis par type de données. Notamment, il y a un format établi, reconnu pour tout ce qui est transport en commun. Et data.gouv, transport.data.gouv a d'abord construit son modèle autour du transport en commun. Donc, les API sur le transport en commun existent.
Ces données-là sont normalisées, les licences sont connues, donc vous pouvez les utiliser. Aujourd'hui, plus de la moitié des données de transport en commun sont connues sur la plateforme transport.data.gouv. Pourquoi je dis plus de la moitié? Parce qu'en fait, mis à part les données de la SNCF, l'État ne connaît pas les données des transports en commun dans les territoires. Ce sont les collectivités qui ont des délégations de services avec des opérateurs de transport, les fameux AOM, Autorités Organisatrices de la Mobilité, donc des structures plus ou moins publiques, 100% ou 50% publiques, qui organisent les transports. Voilà, donc c'est le cycle, vous connaissez tous les cycles qui vont bien. Bon. Et donc aujourd'hui, ce sont les collectivités qui doivent convaincre ces opérateurs de transport de produire ces données-là à ces formats, avec une licence qui va bien, et les rendre gratuits pour les publier sur le portail Open Data de l'État. Alors, on y arrive, c'est les régions qui sont chefs de file, c'est les EPCI qui délèguent ça en général, enfin, sinon, les intercos qui les délèguent. Et donc, progressivement, aujourd'hui, on est quasiment à 60% de couverture des données de transport qui sont disponibles par API sur le portail transport.data.gouv. Il reste encore 40% non accessibles. Par ailleurs, il existe beaucoup d'autres modalités de transport. Le covoiturage, le vélo, la voiture, etc. Aujourd'hui, Transport.data.gouv est en train, et on le fait avec eux, Data France accompagne, travaille avec l'État sur ces sujets-là, pour trouver des formats, pour décrire les lieux de covoiturage, pour décrire les points de... des poses de vélo, donc tout ce qui est attaché au vélo. Et donc, il y a un travail in progress autour de ce sujet-là qui n'est pas complètement normalisé, qui n'est pas très riche aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui, la couverture, c'est plutôt 10%. Sur le portail transport.data.gouv, donc vous trouverez des informations, mais pas beaucoup. Et comme je le disais tout à l'heure, comme ils ont moins de moyens à partir du mois de juin 2020, j'ai peur que ça ne se développe pas énormément. Donc, il faut rester assez vigilant sur la réalité des informations qui sont publiées et de leur mise à jour. Je crois que tu as dit deux ou trois points très importants, me semble-t-il. Le premier, c'est toujours pareil, le business model. Qui paye quoi, combien de temps, pour faire quoi, et comment les gens s'approprient cela pour transformer en autre chose qui apporte de la valeur. C'est le fameux business model, y compris par Data Tourism, où l'une des principales questions qu'il se pose, c'est bien le business model, comment on va s'en faire pour que ça continue. Apidae a changé la structure parce qu'il faut faire évoluer ce business model. Donc, je comprends très bien. Je comprends très bien. Alors, ce que je sais, c'est que, en tout cas, les collectivités locales, c'est assez surprenant, mais elles défendent la gratuité. C'est pas une doctrine. Enfin, si, c'est une doctrine d'ailleurs. En fait, c'est pas que on pense qu'il n'y a pas de modèle économique à avoir par ailleurs. C'est tout à fait légitime. Mais les collectivités, leur intérêt, c'est de favoriser l'usage en fait de la donnée, donc que les gens aillent voir des spectacles, aillent voir des concerts, y compris des concerts privés, en particulier des concerts privés. Donc tout ce qui peut favoriser le fait qu'il y ait des gens qui aillent acheter leur billet pour aller voir un concert, un spectacle, un cinéma ou un gîte ou une yourte, elle le fera. Donc la collectivité, elle fait tout pour que la donnée soit gratuite, qu'elle circule. Le modèle économique, c'est la consommation du bien touristique, pas la consommation de la donnée touristique. Alors qu'après, des structures comme Apidae se disent, nous, c'est un très gros travail de collecte, c'est un très gros travail d'ingénierie pour arriver à servir des API avec des temps de réponse qui vont bien, etc. Ça, je comprends très bien. Et on a besoin d'opérateurs comme ça, intermédiaires. Dans le champ du transport, il existe un acteur qui s'appelle Navicia. Son métier, Navicia, c'est de faire de la vente de données qu'elle récupère en open data, qu'elle organise, qu'elle structure, qu'elle fait toute la partie de l'ingénierie. Et ce qu'elle vend, en fait, ce n'est pas la donnée. Ce qu'elle vend, au fond, c'est la qualité et l'ingénierie technique qu'elle a mise autour de la donnée qu'elle a récupérée en open data. Donc, c'est ce que fera probablement Apidae. Elle récupère des données gratuites ou payantes selon les opérateurs. Et après, elle vend un service qui est un service de qualité. C'est donc plutôt le service qui doit être vendu plutôt que la donnée. Voilà. Okay. Jean-Marie, merci. S'il n'y a plus d'autres questions, il y a une question, la dernière, parce qu'après, il faut qu'on passe à la présentation suivante. Concernant l'alimentation, donc Data Tourism est souvent alimenté par des collectivités, mais plus des acteurs privés. Parce qu'aujourd'hui, on parle des événements et des POI, et tout ce qui est les équipements touristiques, c'est-à-dire les hôtels, Airbnb, etc. Est-ce que nous, en tant que collectivité, d'accord, on alimente Data Tourism en POI et en événements,
On aimerait aussi avoir un retour des données sur la fréquentation des hôtels, le taux d'occupation des hôtels, Airbnb, l'impact que ça a sur... Ah oui, oui. Oui, là, je crois qu'il y a quelqu'un de Data Tourisme qui est présent, donc je pense qu'il sera beaucoup plus compétent que moi pour répondre à ça. Concernant l'alimentation des données, concernant l'alimentation de Data Tourisme, vis-à-vis des données d'acteurs privés. Alors, en tout cas, moi, ce que j'ai compris, hein, c'est que la plateforme Data Tourisme, elle accueille les données venant des acteurs privés et des acteurs publics. Tous les gens qui produisent de la donnée, ou qui, s'ils ne la produisent pas, en tout cas, la partagent avec d'autres, c'est-à-dire servent aussi d'intermédiaires. Donc, on y trouve les données de ces différents acteurs. Alors après, la boucle retour, c'est un problème très classique. Hein. C'est difficile de faire remonter l'information du bas vers le haut. Donc, si les opérateurs de tourisme ne donnent pas d'informations sur leur fréquentation, on ne le connaîtra pas. On peut les obliger, mais enfin, ce n'est pas très simple. Le crowdsourcing peut marcher un petit peu aussi. Moi, je travaille beaucoup aujourd'hui sur la donnée de logistique. C'est très compliqué d'avoir une boucle retour sur la réalité des données fournies, leur qualité, et après la fréquentation des ressources quand elles sont ouvertes. Ok. Merci Jean-Marie. Merci beaucoup à vous. Bonne continuation. Vous pouvez toujours envoyer un mail contact@opendatafrance.net si vous avez des questions précises ou si vous voulez un soutien particulier sur ces sujets-là. Je suis à votre disposition. Ok. Et normalement, puisqu'on a enregistré, ce qu'on a fait, ce qu'on a dit aujourd'hui, devrait être sur la chaîne YouTube de Télécom Valais. Ben, je suis d'accord. Vous m'avez demandé avant, mais je suis d'accord. Ok. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. La petite informatique qu'on a eu à faire quand on a fait ce livre blanc, c'est de dire aux collectivités territoriales que c'est d'open data, donc ils doivent donner l'information. Ils disent mais non, on a dépensé de l'argent pour le faire. Donc il faut qu'on ait un retour sur l'investissement. Mais non, le retour, c'est bien qu'il nous disait que les gens viennent chez vous. Nous allons dire votre environnement touristique. Et on a, pour ne pas les citer, le CRT qui ne voulait pas. Hein, alors que c'est quand même ceux qui ne voulaient pas. Maintenant, ils le font sans problème. Et il y a eu une évolution entre-temps. Hein. Il a fallu que le data rentre dans l'esprit des gens pour le faire. Alors là, par contre, le son sera bien moins fort, donc écoutez bien. Je suis Pascal Vino, responsable de projet Data Tourisme pour la fédération ADN Tourisme, Fédération nationale des organismes institutionnels du tourisme, Office de tourisme, CDT et CRT. Et je vais vous présenter en une vingtaine de minutes le dispositif national Open Data Data Tourisme, son origine, son fonctionnement, ses résultats en 2020 et ses perspectives de développement. Pour commencer, je vous propose de visionner une petite vidéo de présentation générale. Vous vous souvenez de Christophe et Sarah? De leur application développée grâce à Data Tourisme? Ils en ont fait du chemin depuis le lancement de la plateforme fin 2017. Et Data Tourisme aussi. Data Tourisme est l'unique dispositif national de collecte, de traitement et de diffusion de l'information touristique en open data. Porté par l'État, il a été développé avec et au service des territoires et s'inscrit dans la stratégie touristique du gouvernement. Data Tourisme ne serait rien sans ses contributeurs territoriaux, comités régionaux, agences départementales et offices de tourisme. Ils sont la clé de la progression constante du nombre et de la diversité des informations touristiques qualifiées, rendues disponibles en open data. Côté diffuseur, Data Tourisme est de plus en plus reconnu et de plus en plus d'entreprises diffusent les données disponibles au sein d'applications numériques innovantes. Producteurs et diffuseurs de données ont été placés au cœur d'une démarche de progression permanente. Leur retour d'expérience et leurs suggestions d'amélioration ont en effet permis de poursuivre cette dynamique de co-construction inédite qui enrichit en continu les services rendus aux différentes communautés d'utilisateurs. Et demain, des axes de progression ont déjà été identifiés. L'objectif à terme de Data Tourisme est clair: consolider les usages de la plateforme et la valeur ajoutée du dispositif national.
Le tout dans une démarche gagnant-gagnant pour les entreprises et les territoires. Ainsi, Sarah et Christophe, mais aussi Patrice le restaurateur et tous les utilisateurs du dispositif national pourront former une communauté toujours plus vaste autour d'un outil performant et agile à même de répondre au mieux aux besoins de chacun. Data Tourisme, l'information touristique en open data. Un petit retour rapide sur l'historique de ce projet Data Tourisme qui a été initié en 2015. L'origine de cela est un constat, les données publiques d'information touristique étaient dispersées et hétérogènes. Plus de 40 bases de données départementales et régionales cohabitaient sur le territoire national. Alimentées sur le terrain par les offices de tourisme, les départements et les régions, il s'agit des bases de données qu'on appelle SIT ou systèmes d'information touristique, dont vous voyez la répartition ici sur la carte. Tous ces systèmes d'information cumulés représentent un recensement assez complet de l'offre touristique des territoires, avec des données de terrain qui sont réputées fiables et à jour, plutôt complètes, mais une exploitation compliquée de par cette diversité de bases, une dispersion des données, pas beaucoup d'interopérabilité, des formats multiples dans la manière de délivrer les données et des stratégies de diffusion variables selon les territoires, avec certains qui sont très volontaires pour diffuser à des tiers les données, d'autres qui sont un petit peu moins, ou qui l'étaient en tout cas en 2018, dans une dynamique d'open data. Dès 2016, la diffusion des données d'information touristique publique est devenue un enjeu majeur pour le secteur du tourisme. Le Conseil interministériel du tourisme s'est positionné sur le sujet. Les fédérations institutionnelles ont eu la volonté de faire évoluer cet écosystème pour faire des données touristiques publiques des données de référence utilisées par le plus grand nombre. Et puis un levier important est arrivé en octobre 2016 avec la loi pour une république numérique et le mouvement Open Data qui s'est très rapidement développé, avec un objectif qui était de donner libre accès aux données publiques, touristiques mais aussi des autres secteurs, permettre une libre réutilisation par tous et un principe de gratuité et de licence ouverte. L'idée de départ pour Data Tourisme était donc de créer une plateforme nationale recensant tous les points d'intérêt touristique de France en apportant à la fois une réponse aux obligations réglementaires et à la problématique de dispersion locale des données en créant un entrepôt unique de données qui agrégerait les bases vues précédemment. Il s'agissait de créer et d'animer un écosystème autour de ces données avec une dynamique collective autour de différentes questions comme la production de la donnée, la diffusion de la donnée, le développement des collaborations publiques-privées et les questions autour de la qualité de la donnée qui sont essentielles aussi. L'idée était évidemment de favoriser la création de services numériques innovants au service de l'attractivité de tous les territoires et des destinations touristiques ainsi que de l'entrepreneuriat. Les mots-clés mis en place dès le départ sur ce projet, l'agrégation, puisqu'il s'agissait d'agréger une quarantaine de bases de données différentes, la normalisation, puisqu'on avait une problématique de format hétérogène qu'il fallait solutionner, le partage, puisqu'on est sur un projet où on partage les données, mais aussi où on partage les expériences et où on construit tous ensemble le projet. Il s'agit, Data Tourisme, d'un projet qu'on appelle bottom-up, qui est construit à partir du terrain, par les techniciens, par le terrain, notamment à travers un COTEC qui est composé d'offices de tourisme, de CDT, de CRT, j'y reviendrai juste après. On est vraiment sur une dynamique de co-construction où tous les membres de l'écosystème participent, et puis une gouvernance collective que je vais décrire tout de suite après. S'agissant de la gouvernance, 3 grandes instances sur ce dispositif Data Tourisme. D'abord, un comité de pilotage qui est composé des équipes de la Direction générale des entreprises et de la Fédération ADN Tourisme. À l'origine, c'était la Fédération Tourisme et Territoire, Fédération des comités départementaux qui portait le projet. Aujourd'hui, c'est la Fédération ADN Tourisme, issue de la fusion des 3 fédérations institutionnelles depuis le mois de mars de cette année. Donc, comité de pilotage avec deux entités qui sont mobilisées pour assurer le pilotage, la coordination, la mise en œuvre de Data Tourisme avec une mise à disposition notamment de RH et de budget. La DGE finance aujourd'hui intégralement la vie et les évolutions de Data Tourisme et ADN Tourisme met à disposition des ressources humaines pour animer tout cela.
Ensuite, un comité d'orientation qui est en charge des orientations stratégiques, on peut appeler ça un comité stratégique aussi, composé des entités que vous voyez ici, la DGE, ADN Tourisme, la Caisse des dépôts, la mission Etalab qui est en charge de l'open data pour le gouvernement, Atout France, ainsi que des représentants des offices de tourisme, des CDT et des CRT avec des profils de direction. On est sur les grandes décisions, des réunions à peu près 3-4 fois par an et des comités qui sont animés par la DGE. À côté de ça, on a un comité technique qui est en charge, lui, des aspects techniques, évidemment, des aspects métiers, des problématiques autour de la production et de la qualité de la donnée. Le COTEC est composé de 15 représentants des producteurs de données. Il s'agit de profils plutôt techniciens, des représentants donc salariés des offices de tourisme, des CDT et des CRT répartis sur toute la France. Et c'est ADN Tourisme et moi, en l'occurrence, qui suis chargée d'animer ce COTEC qui se réunit à peu près 2 fois tous les 2 mois. Une fois tous les 2 mois. Le processus de mise à disposition des données maintenant, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne dans les tuyaux. Les données locales sont publiées par les territoires, donc chaque système d'information qu'on a vu au début de la présentation produit des flux au format XML qui sont injectés dans la plateforme Datatourisme avec un système de web service qui permet une automatisation de la transmission de données chaque jour. On a un gros travail de paramétrage à faire au départ, mais après tout est automatisé, les données remontent automatiquement et sont agrégées. La plateforme Datatourisme réceptionne ces données, elle les aligne sur le format national qui a été décidé, puisqu'on avait une hétérogénéité des formats. Un format unique a été décidé, je vous en parlerai juste après. Les données sont donc alignées, normalisées, pour pouvoir être rangées dans un même entrepôt les unes à côté des autres. Une fois que ces données sont normalisées, elles sont stockées dans un entrepôt qu'on appelle RDF et elles sont mises à disposition de tous en open data sous différents formats et sur différents portails que je vais vous présenter. Les données concernées par Datatourisme, c'est très important de bien avoir ça en tête, il s'agit du recensement et de la description de points d'intérêt touristique. Les événements, les concerts, les expos, les sites, toutes les choses à voir et à faire sur un territoire, sites culturels, sites sportifs, sites naturels. Également beaucoup d'hébergements, de restaurants, de commerces, de prestataires de services, d'activités, d'itinéraires. On est sur du recensement de points d'intérêt. On n'est pas sur de la donnée économique, de la donnée de fréquentation. Ce n'est pas un observatoire avec des chiffres de fréquentation, c'est bien un recensement de données géolocalisées sur toute la France. Pour accéder aux données, les réutilisateurs auront le choix entre 2 plateformes différentes. D'abord, la plateforme datatourisme.gouv.fr où ils devront se créer un compte pour récupérer et créer des flux sur mesure en choisissant les catégories et les thématiques de données qu'ils souhaitent récupérer. Ils auront le choix entre plusieurs formats de données disponibles, notamment JSON et XML, et pourront bénéficier de web services pour automatiser les flux et leur mise à jour quotidienne. Deuxième possibilité, se rendre sur le portail du gouvernement data.gouv.fr en récupérant les données à travers l'espace Datatourisme sur ce portail. Là, l'utilisateur pourra télécharger 5 fichiers différents qui sont mis à jour quotidiennement. Un fichier qui contient l'intégralité de l'entrepôt Datatourisme ou bien 4 jeux de données différents qui sont cette fois simplifiés et proposés au format CSV qui permet d'avoir un format lisible par tout le monde et ne nécessitant pas de connaissances techniques. Sur ces 4 formats CSV, on a l'intégralité des POI avec cependant un petit peu moins de critères de description. C'est vraiment le minimum basique, les données basiques de recensement et de description des POI. Sur data.gouv.fr, l'accès est libre et anonyme, pas besoin de créer de compte, pas besoin de s'identifier pour être conforme avec le mouvement Open Data. Dans les 2 cas, que ce soit sur la plateforme Datatourisme ou sur data.gouv.fr, les données sont mises à jour quotidiennement et elles sont exploitables sous licence ouverte. Un petit mot rapide sur l'ontologie Datatourisme qui a été créée avant même que la plateforme soit développée. Il s'agissait de répondre à la volonté de produire un format commun d'échange des données touristiques qui puisse être connecté aux ontologies internationales en s'appuyant sur les usages et en étant centré client.
L'ontologie datatourisme, donc la norme, on pourrait dire, le format unique de diffusion, a été co-construit avec les producteurs de données et avec l'appui d'une expertise à travers la société Perfect Memory. L'ontologie a été livrée en 2017. C'est un format sémantique qui permet beaucoup plus d'interopérabilité. On peut brancher les données de datatourisme à d'autres jeux de données, d'autres secteurs, sans avoir à faire de manipulation. Les données peuvent se parler assez facilement. L'ontologie datatourisme a été publiée en français et en anglais. C'est la première ontologie au monde à appréhender l'ensemble des typologies d'objets touristiques. Il existait déjà des ontologies sur certaines typologies, comme l'hôtellerie par exemple, mais pas sur l'ensemble des objets touristiques. Cette ontologie datatourisme est mise à jour et enrichie plusieurs fois par an, avec l'aide notamment du COTEC, composé des offices de tourisme CDT, CRT. Un point d'avancement à la mi-2020 sur le nombre de données publiées sur la plateforme Datatourisme, donc les nombres de données en open data. On a aujourd'hui près de 400 000 points d'intérêt et événements disponibles sur la plateforme. Ces données sont réparties sur les 95 départements métropolitains. Les 13 régions métropolitaines sont couvertes, avec notamment une participation des principaux réseaux d'information touristique, le réseau Sirtaki en Nouvelle-Aquitaine, le réseau Sitlor sur l'ancienne région Lorraine, le réseau Apidae, bien entendu, qui déverse beaucoup de données sur la plateforme, et les différents systèmes d'information régionaux, comme notamment en Bretagne ou en région Centre-Val de Loire. Je ne les cite pas tous, mais l'ensemble des systèmes d'info déversent aujourd'hui des données sur Datatourisme. Il nous manque encore le département de la Vienne qui est en train de se mettre dans les starting blocks pour pouvoir envoyer leurs données. La raison de ce petit retard est essentiellement technique, ça ne devrait pas tarder. Et puis les Outre-mer qui sont aussi en contact avec nous pour pouvoir à leur tour envoyer les données. La plateforme est prête à accueillir l'ensemble de ces informations pour faire monter le compteur petit à petit. La répartition des points d'intérêt, vous la voyez sur le graphique sur la gauche, avec essentiellement des lieux, donc de la donnée froide, des lieux touristiques, à commencer par des hébergements, des restaurants, des sites de loisirs, des sites culturels, des sites naturels, beaucoup de commerces également, et puis des catégories comme les itinéraires touristiques ou les lieux de transport, les prestataires de services, les services pratiques. Toutes ces catégories sont couvertes avec un nombre plus ou moins important de points d'intérêt. Les fêtes et manifestations sont également présentes. Elles sont actuellement à peu près au nombre de 50 000. Elles ont été beaucoup plus importantes l'été dernier, par exemple. On a constaté cet été une baisse importante du nombre de manifestations suite à la crise sanitaire, mais généralement, le nombre de fêtes et manifestations monte très très haut durant la période touristique et la période estivale. Datatourisme poursuit son développement en 2020. L'ontologie dont on a parlé précédemment est une ontologie vivante qui continue d'évoluer plusieurs fois par an. De nouvelles données sont accueillies également puisque certains nouveaux critères ont été créés en 2020, par exemple pour récolter des informations sanitaires décrivant les modalités d'accueil du public en lien avec les consignes de l'État face au Covid-19. Les nouveaux formats de données ont aussi été proposés pour répondre à la demande des utilisateurs et puis des nouvelles fonctionnalités sont régulièrement mises en place. D'autres sont également en projet, par exemple autour de la traduction des informations, ce qui pourrait venir dans les prochains mois. L'objectif et les perspectives de datatourisme pour les prochaines semaines, les prochains mois, c'est bien évidemment le développement des cas d'usage. L'année 2020 a été un tournant important pour datatourisme avec la mise en place, dans le cadre du plan de relance pour le tourisme, d'une carte interactive qui est alimentée à 100% par datatourisme et qui a été utilisée notamment par Atout France sur leur site france.fr dans le cadre de la campagne de relance Cet été je visite la France. Cette carte est également disponible sur le site tourisme.fr, le site des offices de tourisme en France, et elle est également mise à disposition de l'ensemble des territoires qui souhaiteraient pouvoir la récupérer et l'intégrer sur leur support. C'est une carte qui permet de recenser l'ensemble des points d'intérêt par catégorie et d'afficher le détail, les descriptifs. Les mesures sanitaires également font partie des choses mises en avant sur cette carte. Plusieurs dizaines de canaux de diffusion sont également opérationnels avec des collaborations avec des entreprises privées notamment, des startups, mais aussi des grands groupes et diverses catégories d'entreprises. Des expérimentations sont en cours, beaucoup d'échanges également avec différents réseaux et puis
Le projet d'intégrer Datatourisme a un projet de plus grande ampleur avec d'autres catégories de données, d'autres jeux de données qui pourraient être branchés et mis ensemble pour former un data hub à l'échelle nationale qui permettrait de faire encore plus de choses. Pour finir, quelques mots sur la problématique de la qualité des données, qui est un sujet très important pour Datatourisme et pour les producteurs de données, pour les réutilisateurs également, bien entendu. Il s'agit pour les territoires de fournir des données qui soient le plus fiables possible, les plus exactes possibles, mais aussi les plus complètes possibles. Globalement, les retours que nous avons sur les données de Datatourisme sont très positifs pour ce qui est de l'exactitude et de la fiabilité des données. Les données sont à jour, elles sont plutôt correctes. En revanche, on a des retours sur l'hétérogénéité quant à la profondeur et la richesse des données. Effectivement, les données basiques sont globalement très bien renseignées et très bien remplies. D'ailleurs, un certain nombre de critères de données sont obligatoires, comme la géolocalisation par exemple. En revanche, certains territoires ont décidé d'ouvrir plus ou moins le robinet des données pour ce qui est des critères de description plus détaillés. C'est un travail sur lequel l'ensemble des territoires va être amené à travailler dans les prochains mois pour fournir quelque chose de plus homogène aux réutilisateurs de données. Les sujets qui sont mis sur la table sont notamment la précision de la géolocalisation, car sur des applications géolocalisées, on doit vraiment localiser les points d'intérêt le plus proche possible de la réalité. Quelques doublons ont aussi été détectés sur lesquels il faudra travailler. Ça représente moins de 1% des points d'intérêt disponibles, mais c'est quand même un sujet qui est essentiel. Un travail aussi sur l'exactitude et la précision des dates, des événements, des périodes d'ouverture, mais aussi des horaires qui ne sont pas toujours renseignés, heure de début, heure de fin pour une manifestation par exemple. Un travail sur les photos qui est en cours de réflexion puisque très peu de fiches, ou en tout cas un nombre limité de points d'intérêt proposent des photos pour illustrer les POI. C'est lié à la question de l'open data. Mettre une image en open data, c'est pas toujours possible. Donc, des réflexions sont en cours pour apporter des alternatives à cela à travers notamment d'autres fournisseurs de photos qui pourraient être associés à Datatourisme. Et puis, également un travail sur l'ajout de données complémentaires comme des classements, des équipements, des thématiques qui ne sont aujourd'hui pas des données obligatoires quand on fournit une fiche point d'intérêt, mais sur lesquelles on souhaite emmener au maximum les territoires pour que les réutilisateurs puissent avoir des données les plus qualifiées possibles, les plus précises possibles, partant du principe évidemment que plus les données seront complètes et qualifiées, plus il y aura de cas d'usage. C'est un sujet récurrent dans le cadre de la gestion de projet Datatourisme sur lequel travaillent très régulièrement le COTEC et le club des producteurs de données. Voilà, vous savez tous sur Datatourisme en 2020. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute question. L'équipe de la DGE, pilotée par Jérôme Pichonnier à la sous-direction du tourisme, est à votre disposition, ainsi que moi-même pour ADN Tourisme. N'hésitez pas à prendre contact par email aux adresses indiquées sur votre écran. Vous avez également à disposition une bibliothèque de ressources avec notamment des vidéos de présentation qui vous permettront d'en savoir plus. Datatourisme au service des professionnels du tourisme, Datatourisme au service des startups. Également une vidéo qui vous expliquera un petit peu plus en détail et un peu plus techniquement ce qu'est l'ontologie Datatourisme et ce qu'elle comprend et diverses autres ressources que vous pouvez consulter à tout moment. Merci à tous pour votre attention et j'espère à très bientôt. Merci. Voilà, donc, parce que nous n'a pas pu venir. Bon, il y a un bon poste d'associé qui sera disponible. Il n'y a pas de problème. Il est sauté quelque part dans sa taille. On aura tout ce qu'il faut sur le sujet. Ensuite, on va passer en table ronde. On va voir le premier intervenant qui se met à distance normale. Peut-être d'abord Philippe Laurent, qui est directeur adjoint de l'Office du tourisme de Villeneuve. Je leur ai demandé de venir typiquement plusieurs adhérents de l'économie, notamment Philippe de data. On a un exemple de données qui sont fournies par un site, des gens qui ont des applications, ils en fournissent et il en fait quelque chose. Je vais vous expliquer ce qu'il en est, c'est simplement un cas très précis l'utilisation d'API. On peut demander plusieurs personnes très bien structurées, même si ce n'est pas complètement open data.
En tout cas, c'est efficace. Je commence? Vas-y. D'accord. Bonjour déjà. Office de tourisme, je voudrais dire déjà aujourd'hui, la force d'un office de tourisme, c'est d'être un véritable enrichisseur de données. Ça, c'est vraiment un des points forts, justement, dans l'office de tourisme du futur. Ce sera des qualités à retenir, parce que souvent, de ces forces, service public, connaissance du on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? C'est beaucoup de travail. Ce qui nous manque peut-être au départ, avant de commencer à travailler dessus. Alors, on rentre dedans, on rend des fiches. Aujourd'hui, on a à peu près, au niveau de notre office de tourisme, entre 500 et 600 fiches. Alors, elles tournent, bien sûr, puisque tout ce qui est prestataire d'activité et tout ce qui est manifestation change. Donc, du coup, ça crée plus ou moins des fiches suivant les périodes. Et donc, du coup, avec cette base-là, nous, on a voulu l'utiliser et optimiser ce gros travail. Quand je dis ce gros travail, c'est 1 heure à 2 heures de travail par jour sur la base de données. Pour aller chercher les infos, pour aller chercher les photos, pour travailler les textes, le wording. Un gros travail que l'on a fait aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Quand on a travaillé, par exemple, sur les hébergements, nous sommes allés sur les différentes plateformes d'avis pour créer les textes. C'est-à-dire qu'on a travaillé les nuages de mots. On a réutilisé tout ce que les clients donnaient d'avis, par exemple, sur un restaurant ou sur un hébergement. Et on a fait nos textes avec, en utilisant un maximum de mots qui étaient déjà utilisés justement dans le nuage économique et touristique. Donc, du coup, après, comment travailler sur ces solutions? C'était avant de travailler sur le site Internet, parce que ça va être un travail qui va se faire plus tard, c'est d'avoir la possibilité d'aller au contact du public qui vient de moins en moins dans les offices de tourisme, du coup, en solution online. Online, aujourd'hui, on a travaillé avec Evelyne, donc maintenant depuis 2 ans. 2 ans entre le développement, tout ça, et vraiment 1 an de travail sur l'application MyVisito. Ce qui nous permet aujourd'hui, alors MyVisito, on l'appelle notre conseil numérique de poche, qui nous permet du coup de proposer aux visiteurs d'avoir une application et de créer leur journée personnalisée grâce aux profils qui vont rentrer directement sur cette application gratuite que l'on peut avoir, tu en reparleras après. Voilà. Donc, l'idée, c'était de créer des itinéraires personnalisés à la journée, puisqu'on choisit la journée, avec un profil et d'un public autonome. D'où l'importance d'avoir un maximum de données à l'intérieur, parce que vous allez vous en rendre compte, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Data Tourisme, c'est-à-dire que les dates, les horaires d'ouverture sont hyper importants, parce que si une personne vient sur la ville et choisit une journée et ressort tout à l'intérieur sans qu'on ait vraiment les jours d'ouverture, du coup, il se retrouve avec des erreurs. Et donc, du coup, un gros travail derrière pour retravailler sur les fiches. Alors, la fiche Apidae, elle travaille tout le temps. Je parle par exemple rien que des restaurants. On a eu, par exemple, en information avant le confinement, pendant le confinement, au déconfinement, et aujourd'hui, alors, ils changent encore. Du coup, il faut toujours les alimenter, les changer. Ça, c'est le travail que l'on a fait online avec MyVisito. On pourrait toujours la tester. L'autre travail aussi, bon, c'est une borne interactive, on n'a rien inventé, mais toujours avec la même donnée, on fait remonter une information. C'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de dire avec la même information, plusieurs opérateurs et plusieurs donc, professionnels peuvent nous proposer des solutions. Lorsque l'office de tourisme du village est fermé, on a une borne interactive dans la vitrine et du coup, qui peut répondre aussi à la demande avec toujours toute une structuration et des critères qui ont été utilisés justement en ce sens-là. Plus tard, ce sera le site Internet. Alors, je l'ai mis aujourd'hui, on est sous Typo 3, c'est un CMS, mais je teste déjà les widgets qui sont proposés par la ferme Apidae. Bon, c'est bien pour dépanner, voilà, juste entre nous aujourd'hui. Mais du coup, ça nous permet de voir quand il n'y a plus de photos sur Apidae, donc ça, c'est une autre histoire. Et Edit Yourself, qui nous permet, du coup, là, on vient dans le offline. Peut-être on peut mettre les ce que j'ai mis derrière. Alors, voilà, l'application MyVisito en premier, voilà, c'est tout simplement une application qui nous permet aujourd'hui donc de créer notre itinéraire sur la journée avec une donnée qui peut s'afficher tout simplement par le profil ou en notification grâce à des pushs.
et après on a l'information qui s'ouvre, et du coup Evelyne fait remonter ces infos, c'est ce que l'on a travaillé ensemble. La borne interactive du village, et ça c'est le widget que l'on a mis sur la version mobile du site internet, ce qui nous permet aujourd'hui de faire des tests et de pouvoir se dépanner quand on a besoin du coup de ne pas mettre obligatoirement des PDF, mais de mettre ces infos. La solution directement en front office aujourd'hui, et c'est un bon travail. Et du coup, cette année, on l'a travaillé beaucoup plus tôt que prévu. On l'avait déjà l'année dernière sur des fiches pratiques, mais on est parti sur des solutions hybrides. La solution hybride, c'est de créer par exemple ce genre de journal, qui est un journal d'été. Du coup, on va y intégrer de la PAO, mais derrière, de générer l'information grâce à une solution de publication connectée en faisant remonter les informations sur un document. Donc, du coup, on va travailler tout simplement un projet, ce qui se fait sous Papidae, et on fait remonter des sélections, et après, on choisit directement combien on veut articuler à l'intérieur. L'autre partie, c'est ces fiches que vous voyez là, ici. Ces fiches sont très importantes, parce que là, aujourd'hui, alors c'est un travail que je fais aussi avec les conseillers et conseillères en séjour, c'est de dire aujourd'hui, on a ce document-là, on a cette solution, maintenant on va le travailler, on va utiliser ça. On envoie peut-être entre 200 et 300 courriers par an, on va arrêter de faire des guides touristiques, et encore en plus cette année, qui vont être obsolètes au bout de 15 jours, et puis alors cette année, c'est un gros carnage, vous imaginez même pas tout ce que j'ai à la cave, ce que je vais devoir jeter. Mais du coup, grâce à ces fiches-là, on peut faire remonter des informations personnalisées, le public va venir à l'accueil. Et il va tout simplement dire, ben moi je suis là du samedi 12 au mercredi 16, et ben on va lui sortir un semainier, on va l'imprimer s'il le souhaite, lui envoyer en PDF. On l'a fait de même avec des thématiques, donc là on l'a en semainier, mais on l'a fait aussi en version cinéma. Donc du coup, on peut ressortir uniquement le sous-critère, tout simplement la fiche cinéma. Donc ça veut dire que dans un même projet, on peut l'utiliser 3-4 fois sous différentes solutions. Ça, c'est super intéressant. Et du coup, après, on voit un peu ce qui est prévu en diffusion. Mais voilà, donc la partie la plus importante, c'était trouver les professionnels qui allaient nous accompagner pour justement utiliser cette donnée et la faire remonter et l'optimiser. C'est ça qui est le plus important. Ok, merci beaucoup, Laurent. Petite question maintenant. Alors, typiquement, on est vraiment là au cœur de ce que l'on veut faire au niveau de la communauté du tourisme de Silicon Valley. C'est de mettre en lien le tourisme et la technologie. On est là pour valoriser un territoire avec des technologies. Une première question, Philippe, on a parlé de tous les systèmes d'information touristique. Philippe qui est dans le tourisme depuis quelques années, n'est-ce pas, dans ce que tu as travaillé. Peux-tu parler un petit peu de tous ces systèmes d'information touristique avant d'expliquer pourquoi Papidae a permis de... Oui, alors juste, vous remarquerez dans depuis qu'on a commencé, on n'a pas dit une seule fois le mot intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que... C'est marqué à tous les côtés. Non, mais vous avez entendu parler de la personne Open Data France. Vous avez entendu Pascal Vino, je connais depuis très très longtemps parce qu'il y a eu des fonctions au niveau national et elle faisait partie de nos interlocuteurs. On ne parle pas d'intelligence artificielle parce que c'est un sujet très compliqué. Nous, notre société, notre historique passe par l'université de Sophie Antipolis, par un travail avec Serge Miranda et ses étudiants, passe par le soutien d'une thèse de doctorat qui était soutenue avec Hugues Frazès sur la création d'un moteur de négociation sémantique basé sur la norme Tour France V3. Donc les normes, en fait, ce que vous explique Data Tourisme, c'est grosso modo quelque chose qui a déjà été essayé en 90, ensuite en 2000. Donc il y avait une norme qui s'appelait la norme Tour France V3, sur laquelle nous on a été participants en 2002. Et c'est une norme nationale d'échange. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'à un moment, il n'y a pas eu de modèle économique sérieux et il n'y a pas eu, à un moment, le soutien de l'État s'est arrêté. Il y a eu, si Pascal Vino disparaît, c'est mort. Tout d'un coup, la personne qui était à la place de Pascal Vino il y a 20 ans, la pauvre, elle a eu un cancer, elle a disparu. Personne n'a pris la suite et l'État a laissé. Donc, comment on fait pour ne pas réinventer l'eau chaude et faire en sorte que des modèles, c'est des modèles a priori vertueux, puissent vraiment aller au bout. Donc, ce qui est vraiment important, c'est à quel moment on arrive à faire en sorte que des préoccupations qui sont des préoccupations très basiques
puissent se connecter avec l'intelligence artificielle. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Pour l'instant, nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que les 220 bureaux d'office de tourisme qui travaillent avec nous puissent sortir leur agenda le vendredi avec juste les données pour l'agenda. Ça fait partie des éléments. Et là où on n'est pas capable d'être aussi puissant que sur les échanges des données chaudes, parce que quand vous réservez une chambre d'hôtel partout dans le monde ou un billet d'avion, c'est en temps réel, ça marche. Le problème, c'est que vous avez deux gros opérateurs sur ça, sur les données chaudes, à la DNI et ça, alors que nous, on bricole avec des tout petits budgets, avec des toutes petites sociétés. Et comment on fait, nous, des toutes petites sociétés, pour créer de l'intelligence artificielle pour gérer tout ça sur les données froides? Ben, pour l'instant, on ne peut pas arriver vraiment. Et le gros risque de data tourisme, c'est l'absence de modèle économique de création de valeur. Après, donc, nous, ben voilà, moi je décris simplement, et d'ailleurs, c'est la grosse différence entre Apidae et data tourisme, c'est qu'Apidae offre des services à ses propres contributeurs. C'est-à-dire qu'il y a possibilité, en étant adhérent, en étant contributeur de l'Apidae, de faire en sorte d'avoir un retour d'usage immédiat. Quand, exemple de ce que fait l'Office de tourisme de l'INEOP, c'est de pouvoir utiliser sa donnée avec une API qui est standard pour l'ensemble des contributeurs français, ce qui n'est pas le cas des autres systèmes d'information. Grosso modo, en France, vous avez Apidae et Tourinsoft, qui est l'outil d'une boîte qui s'appelle Faire Savoir. La grosse différence entre ces deux principaux systèmes, c'est que l'API est exactement identique pour tout le monde, absolument pareil, j'utilise les mêmes formats de données qu'Elvin, que n'importe quelle société, Cartel Mac ou autre, on a la même API. Il n'y a pas de possibilité d'avoir des différences entre le schéma de données. Si vous allez sur Tourinsoft, je reviens de Corse, je suis descendu de bateau là, je revenais de Porto Vecchio. En Corse, ils ont Tourinsoft au niveau du département. Les données du département ne sont pas identiques aux données de l'Office de tourisme. Pas d'échange possible en API. Et ça, c'est partout en France. Nous, on a renoncé à travailler avec Tourinsoft. Et des systèmes comme ça, il y en a un peu partout. Par exemple, on parle de Tourinsoft aussi. Mais grosso modo, on n'est même pas capable d'avoir des API standards sur un seul système d'information. Donc, il y a vraiment un problème. Donc, comment on fait pour faire en sorte que l'intelligence artificielle vienne réellement apporter de l'innovation dans un domaine où on a besoin d'usages simples, on n'a pas forcément besoin d'usages compliqués, on a besoin d'usages simples pour que le touriste puisse se retrouver avec des données qui sont facilement lisibles. Et plus on augmente la masse de données dans les systèmes d'information, plus la synthèse de ces devient compliquée. Et c'est là-dessus qu'il faudrait qu'on arrive à trouver des bonnes solutions pour faire en sorte que la synthèse fonctionne bien. Peut-être que la communauté data et IA aura été mise en relation pour voir comment on peut aller un peu plus loin. Tu parles d'IA, c'est pas bon. Et puis, peux-tu nous raconter un petit peu la manière dont vous avez travaillé avec l'INEOP? Comment ça s'est fait? Quelles sont les facilités, les complexités? Alors, je vais d'abord rebondir sur ce que vient de dire. Il va pas dire. Par rapport à la synthèse de l'information et par rapport à la richesse en fait de tout ce qu'on peut donner, tout ce qu'on peut trouver comme information touristique dans un système d'information. Aujourd'hui, un touriste qui arrive et qui veut créer son itinéraire, qui veut personnaliser sa journée, qui veut choisir des activités, si on lui donne comme ça l'information, il est perdu. Parce qu'il y en a de partout, il y en a. Donc, en fait, nous, l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, nous, on va travailler par rapport au profil de l'utilisateur et on va faire une synthèse. On va lui proposer que ce qui est susceptible de l'intéresser. Alors, je ne vais pas parler d'intelligence artificielle, parce que c'est un mot qu'on met à toutes les sauces. Et puis, bon, moi, je viens du domaine technique, donc on n'a pas un système qui apprend tout seul, qui est très plus compliqué, mais on a développé un moteur qui permet de présélectionner pour le tourisme les activités qui correspondent à ces centres d'intérêt. Alors, comment on travaille là-dessus? D'abord, par rapport on préqualifie l'information qui vient des bases de données.
Et ça, c'est grâce à toute l'information qu'on trouve dans Rapidae ou dans d'autres systèmes d'information touristique, le Vinsol, le Plan Data de Nice, en général, on trouve ces informations. Et là-dessus, on va enrichir ça grâce à une technique d'intelligence collaborative, en se disant, ben, si une personne qui a tel profil, qui est par exemple dans telle tranche d'âge, qui est intéressée par la culture, qui est gourmand et sportif, qui est avec ses enfants et qui circule en voiture, est intéressé par telle activité, ben, il y a de fortes chances pour qu'une personne qui a à peu près le même profil soit intéressée par ces mêmes activités. Donc voilà, donc notre moteur, il est basé en grande partie là-dessus. Ce qui nous permet aussi, à l'heure où on parle de gestion des flux, d'ailleurs on a participé récemment à un concours à l'échelle de la région pour optimiser les flux touristiques, ce qui nous permet de proposer des activités non pas par rapport à leur popularité, mais par rapport au profil de l'utilisateur et à cette intelligence collaborative. Et là, je pense qu'il y a encore, je parle de ça parce qu'aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle, il y a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Nous, on a démarré doucement avec nos moyens, mais je pense que l'intelligence artificielle, elle peut apporter énormément sur ce sujet-là. Voilà. Donc avec Villeneuve-Loubet, ben, en fait, on se connaît depuis un moment. Le projet a démarré un 4 ans, et on a démarré l'été dernier. Donc, ben, ce qui est bien, c'est que Villeneuve-Loubet a fait la démarche d'aller sur Rapidae. Donc, ça nous permet d'avoir des données qui sont ben, toujours à jour, d'avoir mis en place un système de push de notification, toujours basé par rapport au profil de l'utilisateur. Ce n'est pas vous recevez des notifications sur tous les événements, c'est ben, si vous êtes sportif, vous ne recevrez uniquement des notifications sur les événements sportifs. Donc on s'abonne aussi en fonction du profil. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis cet été. Aujourd'hui, ben, ça roule bien, ça fonctionne bien, le système fonctionne très bien. Sur l'été dernier, c'était au tout début, on était à 135 téléchargements, et cet été, on a fait 732 téléchargements. C'est vrai qu'on a fait un gros travail derrière aussi de promotion. C'est pas obligatoirement après le fait qu'elles soient téléchargées, le plus important, c'est de savoir comment elles sont utilisées. C'est ça qui on a travaillé aujourd'hui. Et pour revenir juste au niveau des journaux, par exemple, avec l'édition 7, au lieu de sortir un journal sur l'été, comme on a fait l'été dernier, sur 3 mois, qui au bout de 5 jours était faux parce qu'il y a eu tellement d'événements qui ont été annulés, on les a sortis à 5000 exemplaires chaque mois, et du coup, ça nous permettait d'avoir une mise à jour automatique et assez rapide. Le plus important, je pense, c'est vraiment ça. C'est la mise à jour instantanée. Et après, je pense que sur quoi il faut travailler pour l'avenir, c'est l'adhésion de tous les acteurs en fait touristiques et la participation à l'enrichissement de ces données, comme par exemple le push de notification aujourd'hui on le fait sur les événements, mais ça peut être fait pour faire la promotion d'un restaurant, pour faire la promotion d'un artisan, parce que le tourisme, c'est ça, je veux dire, c'est pas que aller au musée, et c'est vivre dans la communauté locale, dans le faire des services. Philippe, on parle des SIP. Ton application, elle marche hyper bien. Est-ce que c'est le fait d'être Rapidae, c'est un déclencheur exponentiel sur le sujet? Non, alors, parce qu'on travaille avec. À une époque, on avait 25 départements. CDP, on travaillait avec nos outils. Et on n'avait pas la possibilité d'avoir une API qui nous permettait de travailler en direct. Donc c'était, je fais un export, je le mets dans le système, et la configuration des exports, c'était vraiment compliqué. Donc, ce sujet-là, c'est pas, Rapidae nous a permis d'imaginer un nouveau modèle d'application, mais l'application de base qu'on a créée en 2002 avec l'équipe qu'on avait recrutée en travaillant avec Serge Miranda et l'université. Ce qu'elle a créé en 2002, ça marche toujours.
ce vite, j'ai développé en Java, enfin, bon, on avait beaucoup investi. Ce n'est pas tellement le problème. Le problème, moi, qui m'intéresse, c'est qu'en fait, on confond deux sujets qui sont des sujets relativement qui rentrent en collision. C'est d'un côté un besoin de lecture simple, doit lire, et puis d'autre côté, de toute la technologie nous amène à avoir de plus en plus d'éléments de lecture. Et on voit, par exemple, selon les études, que dès qu'un sujet devient un tout petit peu complexe, on ne veut plus le lire en ligne. On ne veut plus le lire, on veut le lire dans un format fermé. Il y a des études qui disent que même les étudiants, alors on pourrait dire que c'est le troisième âge, du papier ou du PDF. Non, non. Même les étudiants veulent, à partir du moment où ça devient complexe, veulent un document fermé. Ils résistent à la notion de lecture en profondeur, de lecture avec des hyperliens, où on est dérangé. Alors, on peut être dérangé quand on est en train de lire par un touche ou par le fait qu'on va d'une page à une autre. Donc, il y a vraiment ce problème de comment on fait pour satisfaire à la fois des applications de applications actuelles, modernes, basées sur la technologie, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait une lecture simple. Et ça, c'est vraiment un enjeu pour l'intelligence artificielle. Trouver la solution pour faire ce mix entre j'ai des données, mais j'ai besoin d'avoir quelque chose de simple à lire à un moment. Une information, quoi, passer de la donnée à l'information. La feuille de données monstrueuse, néanmoins, l'information finale qu'on extrait peut être juste synthétique et simple. Oui, mais comment on fait? Parce que moi, si je vais par exemple sur une page Google, je tape les mots-clés, c'est super intelligent, je trouve plein de choses, mais il y a un moment où comment ça fabrique la synthèse? C'est ça le. Démarrer par synthétiser les CGU. Comment ça fabrique? Démarrer par synthétiser les CGU. Ah, voilà, oui. Google prend toutes les données et puis par exemple souvenir, un document fermé, c'est ça que vous avez. Un document papier, c'est un document fermé. Il est fermé. Un PDF, c'est un document fermé. Moi, je ne parle pas d'édition, je ne parle pas du papier en tant que tel. Ce qui est important, c'est le document, la facilité de lire. Vous remarquerez que la rentrée littéraire, c'est des tonnes de bouquins qui vendent. On vend du papier. Et pourquoi, finalement, la courbe des ventes de tablettes et des liseuses, elle est plutôt en baisse? Parce qu'il y a quand même une résistance du papier qui est importante. Et ça, c'est vraiment, je veux lire un document. Alors, il y a toutes des études aussi sur le côté cognitif. C'est-à-dire, si je touche un document, ou si j'ai une interaction avec le document, je le lis mieux, je le comprends mieux. J'avais fait une intervention il y a quelques années sur le fait qu'on supprime les États, aux États-Unis, il y a 43 États qui ont supprimé l'apprentissage de l'écriture cursive. C'est plus la peine d'apprendre aux enfants. Et ben, il y a des études qui montrent que ces enfants-là, qui n'écrivent plus à la main, sont moins performants sur la lecture, sur la créativité. Donc, il y a des sujets fondamentaux sur le fait de dire des savoirs ou des comportements par rapport à la lecture sont vraiment importants dans notre fonctionnement de tout ce qui touche à l'intelligence. Il faut y faire attention et c'est là qu'on se dit oui, j'ai besoin d'avoir quelque chose de simple parce que si je fais un agenda où il n'y a pas marqué le jour, alors oui, je prends un exemple tout bête. Dans Rapidae, on peut remplir une manifestation comme une manifestation récurrente. Elle est tous les samedis, toute l'année. Bon, moi, dans la pays, je reçois ça. Je ne reçois pas la date. Je ne sais pas que le marché des brigadières, moi, je reçois les marchés des brigadières, c'est tous les samedis. Oui, j'allais reconstruire que c'est le samedi 22 septembre. Bon, c'est tout bête, mais si je ne le fais pas, le touriste n'est pas content. Et l'office de tourisme, il a une version qui est une version pas satisfaisante de son agenda. Donc petit à petit, on améliore la synthèse d'une base de données qui a un format de saisie. Et ce format de saisie, il est discuté. Alors nous, c'est un comité de changement. Dès qu'on veut faire une modification, c'est un comité de changement.
cette lourdeur qui est la lourdeur de tous nos organismes, il y a un moment où il complexifie les choses, et pendant ce temps-là, effectivement, sur les données chaudes, quand vous voulez un élément, pas de problème. Je vais être obligé d'interrompre, d'arrêter là, parce que sinon, certains d'entre vous doivent travailler par la suite. Et nous avons des lunch bags qui nous attendent. Alors pour les lunch bags, ils sont là à côté, on les prendra avec nous. Je vous rappelle que pendant qu'on mange, bien sûr, donc, règles de distanciation les uns par rapport aux autres. C'est l'occasion de discuter, mais à distance, en respectant les distances et les normes. Est-ce que la communauté data IA a quelque chose à rajouter? On a parlé tout à l'heure des éléments qui allaient venir. Bien volontiers, juste peut-être un petit point technique, si je peux me permettre. Vous parliez du fait que l'intelligence artificielle de l'eau est complètement raison, et c'est vraiment l'ambition de la collectivité, de la communauté data IA, pour justement définir c'est quoi l'IA. Et quand vous parlez des moteurs de dessin, etc., c'est de l'intelligence artificielle, parce que c'est de l'intelligence artificielle historique, qu'on appelle donc symbolique, qui est de la vieille IA au sens noble du terme, et qui aujourd'hui plus que jamais important pour justement pallier l'aspect complètement obscur de l'IA statistique qui est utilisée par la machine learning et le deep learning. Donc l'important c'est surtout savoir de quoi on parle et comment est-ce qu'on peut confier à la machine la capacité de nous aider à prendre des décisions. Et ce que vous décrivez, c'est selon moi et selon la communauté, ça fait bel et bien partie des intelligences artificielles en ce qu'elle permet de s'approcher du raisonnement humain et d'aider à prendre des décisions. Donc, bravo pour merci de me le dire. Je ne manquerai pas d'utiliser. Alors, voilà, je dirais de la certification. Et grand merci à Jean-Bernard et puis donc à Grégory, Grégory Phillips, qui reprend le flambeau de Michel Castanet. On en est absolument ravis. Et ce qui prouve, comme on le disait hier ici même, que les écosystèmes, c'est avant tout les énergies qui se transmettent. Et c'est pas que centré sur l'ego. Et je pense que c'est aussi ça la force de Télécom Valley. Merci Florence. Sandra, vous avez des points techniques d'organisation en particulier. Les lunchbags, on discute en mangeant. Merci à tous d'être venus.